Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse aux tireuses d'élite soviétiques, qui occupent une place à part dans la légende, construisant leur mythe et la propagande soviétique. Partons à la rencontre des combattantes russes. Ludmila Pavlichenko est considérée comme la femme tireur d'élite la plus dangereuse de la Seconde Guerre mondiale. Elle a tué 309 soldats et officiers ennemis. Cette jeune femme, que les journalistes étrangers avaient surnommée la Dame de la Mort, s'est vue consacrer des chansons et des films. Son portrait a été imprimé à 2 reprises sur des timbres. Partie au front comme volontaire à l'âge de 25 ans, elle n'a suivi que des cours très brefs de formation au tir avant de se retrouver dans l'armée. Ludmila Pavlichenko a pris part au combat pour Odessa et Sébastopol. C'est au cours de ces batailles qu'elle rencontra l'homme de sa vie. Mais ce dernier fut grièvement blessé et meurt à l'hôpital avant le mariage. Cette histoire est devenue le pivot du film consacré à cette personnalité extraordinaire, la bataille de Sébastopol. La jeune femme a pris part au combat pour Sébastopol pratiquement jusqu'à la fin du siège de la ville, qui a tenu 8 longs mois dans des conditions extrêmement difficiles. En juin 1942, elle a été blessée et évacuée. Plus de 300 soldats et officiers nazis ont été tués par Ludmila en moins d'1 an. La légende veut que les nazis aient envoyé leur meilleur sniper pour l'éliminer, mais c'est elle qui en a abattu 36. L'un d'eux, selon la presse, avait même totalisé 400 victoires. Après son rétablissement, elle a effectué une visite aux États-Unis et au Canada au sein d'une délégation de jeunes soviétiques. Elle a été reçue par le président américain Franklin Roosevelt, dont la femme Éléonore lui a organisé un voyage dans le pays. Lors de ces rencontres aux États-Unis, Ludmila appelait les Alliés à ouvrir le plus vite possible le second front en Europe. « Messieurs, j'ai 25 ans, j'ai déjà éliminé 309 envahisseurs nazis. N'avez-vous pas l'impression de vous cacher trop longtemps derrière mon dos ?» a-t-elle déclaré à Chicago. Elle s'est vue offrir un Colt aux États-Unis et Winchester au Canada. En 1943, elle a été récompensée du titre de héros de l'Union soviétique. Mais elle n'est plus jamais revenue au front, s'occupant dorénavant de la formation des tireurs d'élite. Plusieurs historiens russes partagent une vision selon laquelle les femmes échappent aux troubles de stress post-traumatique, qui désigne les séquelles psychiatriques, dépression grave, cauchemars, mutisme, tendances suicidaires, laissées par une expérience où l'intégrité physique d'une personne est menacée. Parce qu'elles font des enfants, s'occupent de leur famille, bref, qu'elles oublient facilement leur expérience du combat. En fait, les vétérantes ont été souvent mutilées physiquement, mais aussi psychologiquement. Elles n'ont pour la plupart du temps aucune envie de raconter leur guerre. Elles ne le font que timidement, cachent leur décoration. Et pourtant, 490 235 femmes ont été appelées dans l'armée et dans la marine entre 1941 et 1945, sans compter 1,5 million d'autres dans les services civils de l'armée. Infirmières, blanchisseuse, couturière, cuisinière, serveuse, dactylo, etc. Souvent injustement associées aux femmes de campagne, les maîtresses plus ou moins officielles dégradées. Beaucoup d'entre elles ne sont jamais rentrées. Malheureusement, la comptabilité des pertes n'a pas tenu compte du sexe. On ignore aujourd'hui combien sont mortes. Elles sont appelées en masse dans l'armée rouge dès le début de la guerre, en commençant par celles qui disposent d'une formation médicale ou les secrétaires destinés aux états-majors. Mais l'éducation en Union soviétique est très militarisée avant-guerre et au moment où l'opération Barbarossa est déclenchée en juin 1941. On y compte par exemple des milliers de femmes pilotes qui se portent volontaires en grande majorité. À partir de 1942, quand l'armée rouge se met à manquer de personnel, on enrôle des femmes dans la DCA, les transmissions, etc. Il y a aussi quelques dizaines de tankistes, des servantes, des mitrailleuses et jusqu'à 10 000 femmes snipers. 1885 sont diplômés à partir de 1943 par l'école Poldosk, à 40 km au sud de Moscou, le reste formé au front sur le tard. On peut se demander, mais pourquoi des femmes ? La décision est-elle dictée par des considérations anthropologiques ? La réponse est non. Il n'y a plus assez d'hommes. On essaye de boucher les trous partout où c'est possible. Le haut commandement comprend juste qu'on peut utiliser des femmes dans des quantités de rôles différents. Le seul véritable atout que représente une femme sniper par rapport à un homme est qu'il est plus facile d'en faire une icône.
Ludmila Pavlyuchenko en est un très bon exemple. Selon la version officielle, elle détiendrait le record féminin avec 309 Allemands tués. C'est ce que la propagande russe affirme toujours. Un film à gros budget a été consacré à cette femme snipeuse. La bataille pour Sébastopol, projetée le 9 mai 2015, jour du 70e anniversaire de la victoire. Plusieurs témoignages, une trentaine d'interviews avec des femmes snipers et autant d'hommes. À chaque fois, il était demandé la même question. Est-il possible de tuer autant de monde en 10 mois? Sans compter que Pavlyuchenko a été blessé plusieurs fois pendant son séjour au front. Chaque fois, la même réponse. Pour ça, il aurait fallu que les Allemands fassent la queue devant son fusil. En fait, on a construit pour elle un mythe sur mesure en vue de la tournée qu'elle a accomplie aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Pavlyuchenko était très photogénique. Elle parlait bien et restait politiquement dans la ligne. Sa mission avait un but très précis, pousser l'opinion des pays alliés à l'ouverture du second front. En ce sens, Pavlyuchenko a très bien réussi, mieux qu'en première ligne. Celle qui représente le mieux les femmes snipers soviétiques sur le terrain est Lydia Bakieva, qui avait le meilleur score. D'origine kazakh, elle était déjà championne de tir avant-guerre et a rejoint l'équipe nationale de son pays une fois la paix revenue. Son score était de 78. Bakieva est sortie de la première promotion de l'école de sniper. Elle a fait la guerre à partir de l'automne 1943 sur le front de Katylin, en Biélorussie, en Pologne et en Prusse orientale. C'était une femme formidable. Quelqu'un qui a le tir était en même temps une profession et une passion. Les hommes ou les femmes ont tous raconté la même chose. Comment ils se sentaient heureux s'ils arrivaient à toucher et comment ils déprimaient quand ils rentraient bredouilles d'un jour de chasse. À part Bakieva et son score de 78, un homme a affirmé avoir tué plus de 50 Allemands. Mais jamais son livret n'a été vu et on ne peut confirmer ses dires. On peut se demander comment le score est-il établi alors. Dans chaque régiment, un responsable équipé de jumelles observait et confirmait. Chaque homme tombé, mort ou blessé était ajouté au score. On peut se demander, Pavlyuchenko, qu'évoque-t-elle pour ses sœurs et frères d'armes? La réponse est simple, pas grand-chose. En 1943, elle a visité l'école des snipers de Poldosk sans faire grande impression sur les vétérantes. La figure qui les a marquées et qu'elle voulait tous imiter, c'était l'héroïne des partisans, Zoya Kosmomanienskaya. Née en 1923, membre des Kosmomol, elle a rejoint en octobre 1941 un maquis à l'ouest de Moscou, dénoncé fin novembre après avoir mis le feu à des étables occupées par la cavalerie allemande. Elle est torturée sans rien révéler, puis elle est pendue. Elle est devenue l'un des martyrs les plus révérés de l'Union soviétique. C'est en voyant la photo de son cadavre dans la neige prise par un Allemand que Jonathan Littell a eu l'idée d'écrire son roman Les Bienveillantes en 2006. Comme on l'a vu, des centaines de milliers de femmes soviétiques ont combattu aux côtés des hommes durant la Seconde Guerre mondiale pour obtenir la victoire sur l'Allemagne nazie. Certaines sont devenues tireuses d'élite et ont enregistré des résultats impressionnants qui ont influé sur le cours des hostilités. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.